Bien. Bonjour. On va démarrer donc cette dernière leçon qui va encore être centrée sur l'interface, je dirais, entre le monde des virus et les matériaux. Alors il y aura trois parties dans la leçon. Il y aura une première partie, je dirais, un petit peu historique. Ça m'a paru important de la signaler, de vous faire voir certaines analogies, je dirais, en restant très modeste, de certains mouvements qui ont eu lieu, des mouvements scientifiques qui ont eu lieu le siècle dernier, basés essentiellement sur des approches fondamentales, et puis pourquoi pas, et dans lesquels, pardon, certains virus ont pris une part assez prépondérante dans le développement de la biologie. Ensuite, dans la seconde partie, elle sera plutôt consacrée aux assemblages, ce que l'on peut faire en utilisant certains bactériophages, certains virus, en chimie des matériaux. Essentiellement, ça sera centré sur un certain nombre d'exemples dans lesquels je décrirai plutôt des aspects de construction, et puis quelques exemples qui seront associés au domaine de l'énergie. Pourquoi le domaine de l'énergie ? Je pense essentiellement qu'il y a énormément de choses à faire dans plein de domaines avec ces approches-là. Domaine de l'énergie, pourquoi ? Parce qu'il y a des sous. Il y a des sous dans l'énergie, donc tout le monde fait une petite approche fondamentale, quelque chose qui intéresse les gens, puis au finish, il y a le raccourci, ça va servir pour l'énergie parce qu'il y a du financement. Pour moi, c'est assez clair quand je regarde ça dans un contexte très global. Et puis la dernière partie, ça sera plus sur la matière molle, justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces objets, en couplant finalement les modifications génétiques, vous allez voir, et en particulier le procédé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les process ? Alors, donc, les virus, je vous rappelle que ces virus peuplent en fait tous les domaines du règne vivant. Au niveau des formes, on peut trouver des formes relativement géométriques du type icosaèdre, hélicoïdales. Ce sont essentiellement sur ces formes-là que j'ai basé mon cours la dernière fois, donc avec le fameux virus de la mosaïque du tabac, ou bien certains virus qui sont des virus enveloppés, ou des virus avec des structures, des capsides, vous voyez, des structures un peu plus complexes. Donc au niveau des modèles issus de la microscopie électronique, vous voyez, on retrouve ces formes qui, déjà au niveau de l'esthétique, sont assez attrayantes. Alors aujourd'hui, je vais plutôt centrer mon exposé sur une catégorie de virus qu'on appelle les bactériophages. Donc ce sont des virus qui sont spécifiques en fait des bactéries, bactériophages, ils mangent les bactéries. Donc il y a toute une série de virus, bactériophages, linéaires, sphériques, complexes. Et en particulier, certains bactériophages, comme le M13, sont des bactériophages dont la bactérie, je dirais, préférée et réservée, c'est l'Escherichia coli, qui a été découverte, vous voyez, il y a un certain nombre d'années, déjà en 1885, par Théodore Escherichia. Donc en fait, l'exposé va être centré essentiellement sur ces fameux bactériophages M13. Alors, les bactériophages, la paternité a été un petit peu disputée. Bon, c'est toujours, je dirais, associé au Geiger scientifique entre les anglo-saxons et les autres. Mais globalement, quand on regarde un petit peu les articles qui se sont écrits à l'époque, il y a deux noms qui apparaissent de façon évidente. Vous voyez, c'est un biologiste franco-canadien, Félix Derrel, et puis un anglo-saxon, un bactériologiste anglais, Frederick Twork. Donc en regardant de très près la biblio et la littérature, on s'aperçoit que ces deux personnes, je dirais, pour ne pas faire de jaloux, ont fortement contribué au démarrage, en fait, de toute cette science centrée sur les bactériophages. Alors, les bactériophages ont été utilisés, et sont utilisés encore, à des fins purement thérapeutiques. Vous voyez là, c'est une illustration d'un laboratoire qui avait été construit, en fait, par le professeur Derrel, donc l'un des deux inventeurs, et donc dans ce labo, on vendait déjà des bactériophages qui traitaient en fait certains types d'infections, certains types de maladies. Vous voyez, 1936, vous voyez les dates. Un autre exemple, ça c'est également des ampoules à base de bactériophages multiphages pour le contrôle en fait, de certains pathogènes bactériens.
Et donc ça, c'était utilisé, c'est pas récent, hein, je dirais c'était avant l'avènement des antibiotiques. Et donc, si on regarde un petit peu de plus près à quoi servent ces bactériophages, en fait, on s'aperçoit que finalement, ce sont des virus qui sont bien utiles. Ils contrôlent les infections bactériennes chez l'humain. En particulier, ils sont utilisés pour traiter des infections cutanées et des plaies des brûlés, également dans les systèmes urinaires ou des voies respiratoires, et en particulier pour les systèmes dans lesquels vous avez des bactéries qui sont fortement résistantes aux antibiotiques. Hein. Également du contrôle de pathogènes chez les animaux et le contrôle des biofilms. Donc pour les gens qui s'intéresseraient plus particulièrement à cet aspect, je vous conseille de lire, vous voyez, un livre qui est paru relativement récemment sur justement les applications en biologie des bactériophages et en particulier pour le traitement de certaines maladies. Vous voyez, j'ai pris une photo dans ce livre. Ceci est une blessure de patient exposée à une irradiation. Donc le traitement ne fait rien au bout de 23 jours. Vous voyez, il n'y a pas de... Et ensuite, il y a ce fameux traitement avec des phages, complètement, je dirais, construit un peu sur mesure pour faire le traitement. Et donc, après 23 jours de traitement, vous voyez déjà les effets. Donc, il y a toute une littérature et un grand nombre de développements, justement, de l'utilisation de ces bactériophages pour pallier, finalement, à des bactéries multirésistantes. Hein, et en particulier, dans tous les pays de l'Est, il y a eu des gros développements de fait. Bon, ce sont des choses qui reviennent un petit peu, qui sont rediscutées même au niveau des industries de l'Ouest maintenant, parce qu'on s'aperçoit que ces virus, finalement, arrivent à traiter des choses qui ne sont pas traitables facilement par les méthodes de traitement conventionnelles. Alors, je voudrais revenir en fait sur le début en fait de la science qui tourne autour des phages. Hein. Je vous rappelle en fait l'effervescence scientifique du début du XXe siècle. Hein. Ça, c'était une des conférences Solvay de 1927. Vous voyez, à l'époque, les industriels finançaient du fondamental. C'était très bien. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder les noms, il n'y a pas à rougir. Hein. Et puis même le troisième rang, vous n'avez pas que des cancres. Hein, à la fin. Hein. Donc, ça veut dire que finalement, le monde a énormément changé. Et donc, il y avait toute une effervescence scientifique, j'irais, dans la première partie du siècle dernier, mais cette effervescence scientifique, elle s'est traduite également, là vous aviez énormément de physiciens et quelques chimistes dans le congrès Solvay là, de 1927, mais elle s'est traduite également par énormément de pluridisciplinarité, mais de la vraie pluridisciplinarité, dans le sens où on ne va pas chercher un collègue parce qu'on a besoin d'argent pour se faire financer une ANR, on dit on va faire de la pluridisciplinarité. Non, là c'était de la vraie pluridisciplinarité, les gens se rencontraient, passaient du temps, il n'y avait peut-être pas Internet, mais ils passaient du temps à discuter. Ce que vous voyez, ça c'est dans les archives de Niels Bohr, dont Max Born et Max Delbrück. Alors pourquoi j'ai pris cette photo de Max Delbrück? Bon, c'était une période, vous voyez, j'irais à mon avis, qui devait être passionnante avec toutes ces personnes, en fait. Max Delbrück, sa formation de base, au départ, c'était un physicien. Sauf que c'est un physicien qui a vraiment viré la QT vers la biologie. Et il a commencé vraiment à travailler de façon très, très profonde avec le début les biologistes. Et donc, en fait, c'est un petit peu à partir de ces couplages très forts et vraiment pluridisciplinaires qu'est née finalement la biologie moléculaire. Là, je vous montre par exemple quelques photos. Ça, c'est en fait Salvador Luria, c'est un microbiologiste médecin et lui, c'est un physicien. Et donc, en fait, il y avait des colloques qui continuaient à être organisés, en particulier à Cold Spring Harbor, où il y avait justement cette espèce de mélange de compétences et cette envie finalement de découvrir des choses nouvelles, et c'était le début, en fait, c'était le balbutiement de la biologie. Là, ce que vous voyez, c'est Luria qui est en train de piquer justement des phages, en fait, pour Max Delbrück. Ça, c'est une autre photo où vous voyez là, ces bactériophages, là, c'est les gens de l'Institut Pasteur, des gens qui étaient assez jeunes à l'époque. Là, vous voyez André Le Wolf qui est en train de piquer des phages, enfin de sélectionner des phages, à nouveau pour la collaboration avec la physique, avec Max Delbrück.
Et là, vous avez Jacob ici, François Jacob. Vous avez, vous voyez, cette personne-là relativement jeune, c'est Jacques Monod. Hein, et tout un ensemble de biologistes. Et ça a été vraiment un début où il y a eu une très très forte synergie à cette époque. Et ça a été vraiment la naissance de la biologie moléculaire. Et justement, les travaux à la fois sur Escherichia coli, bien sûr, qui est un bon modèle, mais également sur les bactériophages, ont vraiment très fortement participé justement à la naissance de la biologie moléculaire. Vous voyez, ça, c'est des mouvements qui ont lieu. Alors, vous voyez les endroits où ça commençait à bouger beaucoup, Stanford, Yale, Caltech, Berkeley, Cold Spring Harbor, mais également en Angleterre, à Oxford, mais également très fortement en France, à l'Institut Pasteur. Et donc ça, c'est un petit peu l'intérêt d'avoir eu finalement ce qu'on appelle des fondations qui sont mécénées, parce qu'il y a eu des moyens qui ont été mis à ce moment-là, hein, et ça a permis justement je dirais, un certain nombre d'illustres français de participer à ce mouvement, à cette éclosion, je dirais, de la biologie moléculaire. Alors là, j'ai mentionné une dizaine d'articles qui sont assez importants, justement, qui ont permis de mettre le pied à l'étrier dans cette biologie moléculaire. Et vous voyez que dans la plupart de ces articles, il y a bactériophages, virus, Escherichia coli. Donc les bactériophages ont participé très très clairement, de mon point de vue, justement en tant que modèle pour comprendre en fait des mécanismes de base et justement, je dirais, démarrer cette aventure absolument extraordinaire qui est celle de la biologie moléculaire et tout ce qu'on sait maintenant, tout ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc là, c'était un des premiers colloques sur les phages qui était organisé en France à l'abbaye de Royaumont, et je vous ai dit, c'est une bien belle assemblée. En effet, vous voyez, bon, donc ça c'était en 1952, les prix Nobel n'avaient pas encore été donnés. Tous ces gens-là, vous voyez, ça ce sont des futurs prix Nobel. Hein, donc ça discutait de façon intéressante, vous voyez les noms, bon, si vous voulez vérifier. Donc en fait, ces phages et l'étude de ces bactériophages, c'est ce que je vous disais, a fortement contribué au développement finalement d'une nouvelle science, ce qu'on appelle la biologie moléculaire. Alors au niveau des matériaux, eh bien c'est loin d'être la même chose, je dirais, mais également il y a tout un engouement qui a démarré autour en fait de l'utilisation des bactériophages à l'interface avec la chimie des matériaux, je dirais depuis tout début des années 2000. Hein. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer un certain nombre de travaux qui ont été réalisés justement avec un type de bactériophage, le M13. Le M13 est un très joli modèle. Vous voyez, c'est un virus qui est en fait constitué d'un ADN simple brun, qui est fortement anisotrope. Il fait environ presque 900 nanomètres, le virus sauvage fait 900 nanomètres de long, et puis environ, vous voyez, 6,6 nanomètres de largeur. Hein. Et donc c'est un système, vous voyez, qui à l'état sauvage va avoir un facteur d'anisotropie très important. Hein. Quand vous faites le rapport, ça fait plus de 133. Et donc ça veut dire que ce sont des objets fortement anisotropes, qu'on va pouvoir justement dans la seconde partie de l'exposé utiliser justement pour leurs propriétés, justement pour leurs facteurs d'anisotropie, pour les mettre en forme. Alors ces virus bien contiennent dans la capside qui protège finalement les acides nucléiques contiennent des protéines, et à nouveau vous voyez vous avez toute la richesse possible en fait. Toutes ces protéines-là peuvent être modifiées génétiquement ou chimiquement, et on a une richesse de fonctions qui est absolument remarquable. Alors quand on regarde un petit peu comment se compose en fait ce fameux bactériophage M13, donc à l'intérieur ici vous avez le génome, hein. Sur l'extérieur vous avez une capside principale qu'on va appeler P8 au cours de l'exposé pour une raison de simplification, ou je dirais la capside majeure parce qu'elle contient 2700 copies de protéines, vous voyez, qui sont identiques. Et puis, aux deux extrémités, vous avez en fait un ensemble en fait, de protéines qui peuvent être, je dirais, découplées en deux paires, chacune correspondant finalement à une modification génétique qui est accessible. Alors, ce phage-là, eh bien, c'est un excellent modèle, non seulement parce que bon, c'est un système qui est fortement anisotrope, mais c'est parce qu'on va pouvoir aller sélectionner des modifications, soit sur le pourtour du phage,
soit sur les extrémités, soit sur les deux, et arriver vraiment à faire de la construction, vous voyez, un peu de la construction sur mesure, avec des objets qui sont anisotropes et qui présentent finalement l'intérêt d'avoir ces formes, en particulier lorsqu'on veut construire des structures qui présentent un certain degré de hiérarchie. Alors, les premières approches, comment fait-on pour utiliser ces phages? Eh bien, la première chose, c'est qu'on a besoin d'avoir accès à une librairie de virus M13 dans lequel on a un très très grand nombre de séquences peptidiques. Alors, j'ai pris un exemple là où on va plutôt s'attarder, vous voyez, sur les modifications qui sont un peu sur la queue du virus, sur le bas, en P3. Hein. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une librairie de phages. Et donc, dans un premier temps, on utilise cette librairie de phages, et puis on va essayer de trouver les meilleures affinités avec une cible que l'on choisit pour une thématique matériaux de l'or ou un semi-conducteur, vous allez voir un certain nombre d'exemples. Et donc, on va faire une première sélection où, pour des raisons, je dirais, purement d'affinité, eh bien, vous allez avoir certains phages qui vont s'associer à la cible, en violet ici. Et donc, par un premier lavage, vous allez éliminer tous ceux qui ne s'intéressent pas fortement à la cible. Vous récupérez les phages ensuite qui sont spécifiques à la cible. Vous les amplifiez, c'est-à-dire vous pouvez en créer d'autres simplement en infectant les bactéries comme E. coli. Et puis vous pouvez refaire une boucle en se disant oui, c'était spécifique, mais je veux vraiment des durs à cuire, je veux les phages qui sont vraiment très très spécifiques. Et donc, vous pouvez faire un contrôle en fait à chaque passage, une analyse du génome et de regarder et des protéines pour regarder un petit peu à quoi correspondent finalement les phages qui ont choisi la cible. Et puis vous pouvez faire un certain nombre de boucles et au moment où finalement vous arrivez à une certaine stabilisation dans la boucle, eh bien vous avez un système qui commence à être optimum. En général, dans tout ce que j'ai lu, les différents travaux font entre 3 ou 4 répétitions pour obtenir un système optimum. Alors, comment peut-on faire? On utilise finalement ces librairies de phages, et puis, une fois qu'on a trouvé le phage intéressant pour la cible matériau visée, eh bien, on les réplique de façon très abondante en infectant les bactéries correspondantes. Et donc, globalement, la production, vous voyez, c'est de l'ordre de 200 mg par litre, donc ça reste une production, je dirais, tout à fait raisonnable. Alors, une des personnes qui a très fortement contribué justement au démarrage de ces activités-là, ou la mise en lumière également de ces activités-là, maintenant vous avez un bon nombre de groupes dans le monde qui travaillent sur ces fameux phages M13. Donc celle qui avait démarré tout ça, c'est Angela Belcher du MIT. Et donc, les travaux que je vais vous montrer aujourd'hui sur le M13, d'une part, vous allez voir la diversité des substrats qui sont accessibles, des substrats qui peuvent être totalement minéraux, organiques, conducteurs par conducteurs, magnétiques, et également dans la deuxième partie du cours, justement grâce à ce facteur d'anisotropie de 133, eh bien, ça veut dire que globalement, je vais pouvoir faire des associations en jouant sur les interactions entre phages. Je vais trouver un système idéal pour faire des cristaux liquides et je vais pouvoir utiliser finalement les propriétés également cristal liquide pour mettre en forme de façon intéressante, vous allez voir des constructions assez marrantes, à partir de ces phages que je vais également pouvoir, j'irai fonctionnaliser au niveau des matériaux, vous allez voir à peu près avec ce que l'on veut aujourd'hui. Hein. Donc vous voyez, ça c'est les premiers exemples. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire de la reconnaissance spécifique sur deux substrats différents. Un isolant, le verre, de la silice, et puis un semi-conducteur, l'arsénure de gallium. Donc ces deux substrats, vous voyez, ont des différences structurales et chimiques de composition assez différentes. Et donc on utilise justement la bibliothèque de phages et ce qu'on appelle la sélection à travers le phage display. Et donc, en choisissant des phages qui vont être sélectifs, par exemple, dans le cas présent, à l'arsénure de gallium. Et donc ici, ce que vous voyez, c'est un réseau tracé où vous avez de la silice qui est en marron et les phages qui ont été également marqués avec de la rhodamine fluorescente. Et là, ces phages-là, ils ont été, je dirais, dressés pour... ils correspondent à ceux qui ont une bonne affinité, je dirais, avec la partie arsénure de gallium. Et vous voyez, donc tous les phages viennent se positionner quand vous faites un dépôt, sur la cible à base d'arsénure de gallium. C'est totalement
ou très très bonnement sélectif. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans le cas d'un même matériau, par exemple de l'arsenure de gallium, vous pouvez également, en éduquant les phages à choisir la bonne affinité par rapport à une certaine face, vous pouvez également avoir une sélectivité sur la face. C'est-à-dire non seulement sur la composition chimique, mais également sur la face du matériau. Alors, donc, cette sélectivité, elle peut être poussée, je dirais, de façon assez intéressante. Ici, par exemple, vous avez un réseau, une hétérostructure, dans laquelle vous avez l'arsenure de gallium, ici, et vous voyez que les phages viennent se coller sur l'arsenure de gallium, et là, vous avez un arsenure de gallium substitué à l'aluminium. Donc, en fait, là, on joue sur les finesses. Eh bien, dans cette partie substituée de l'hétérostructure, le phage ne va pas se coller. Donc, c'est simplement pour vous montrer le degré d'affinité qu'il peut y avoir dans ce genre de construction. Alors, on peut évidemment continuer sur d'autres exemples. Par exemple, en choisissant en fait des phages qui vont être modifiés par différents types de peptides. Bon, contre 1, par exemple, vous allez voir les séquences d'acides aminiques ou linéaires, eh bien, ces peptides vont cibler finalement, par exemple, des nanocristaux d'un sulfure de zinc, et en fonction finalement du choix du peptide, de cette sélectivité, eh bien, on va avoir des systèmes qui vont plutôt s'absorber sur l'une des deux structures possibles, l'une des deux phases possibles du ZNS. Alors vous voyez, donc je vous rappelle, le sulfure de zinc, il y a deux structures, je dirais, deux phases relativement possibles et communes, l'une qui est cubique, la blinde, et l'autre, la wurtzite, qui est hexagonale. Eh bien, globalement, vous retrouvez les mêmes atomes. Alors, il y a des petites variations sur le nombre, par exemple, de sites acides de Lewis exposés, etc., et des petites variations sur les distances. Mais justement, le système protéique et donc du phage va pouvoir aller jusqu'à détecter et reconnaître ces petites différences. Hein. Donc ça, c'est simplement les acides aminés qui sont utilisés dans le régime, je dirais, contraint ou dans le régime linéaire. Vous voyez, bon, vous n'avez pas les mêmes séquences, vous n'avez pas les mêmes terminaisons. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ici, c'est en fait de la croissance qui est faite en bout sur P3, en fait. C'est la partie de la capside en queue, je dirais, qui a été modifiée. Et donc là, on va contrôler non seulement de la nucléation-croissance, justement d'une des phases du zinc. Et donc celle-ci est adaptée à la formation de la structure blinde. Et donc on fait, vous voyez, des petits nanocristaux, on nuclée bien des petits nanocristaux de 4 sur 4 qui sont cristallins, il n'y a pas de problème, sélectivement sur cette structure-là. Et lorsque l'on utilise justement l'autre modification, eh bien à ce moment-là, on obtient également des nanocristaux avec des tailles un petit peu différentes, mais on est à peu près dans le même régime, mais cette fois-ci, on obtient de façon sélective l'autre structure. Hein. Donc on peut induire, en fait, grâce à la sélectivité sur l'étape de nucléation, différents types de phases, mais par contre, si vous utilisez, je dirais, le M13 sauvage, sans ces modifications-là, sans cet ajustement chimique et physico-chimique, à ce moment-là, vous obtenez forcément du zinc. Si vous mettez dans les conditions chimiques qui vous permettent l'obtention du sulfure de zinc, vous obtenez un sulfure de zinc qui, cette fois-ci, est amorphe, vous voyez, avec des tailles beaucoup plus grosses et totalement polydisperses. Alors, ce qu'on a fait sur l'extrémité, en P3, hein, je vous rappelle, eh bien, on peut s'amuser également à se dire, bon, maintenant, on va utiliser finalement les mêmes modifications, mais sur la partie centrale, sur la couronne. Et à ce moment-là, vous voyez, on va nucléer finalement du zinc. Dans le cas présent, en choisissant la même séquence, eh bien, on va faire de la wurtzite. On va être sélectif à nouveau. Et on va nucléer du zinc tout au long, en fait, de la structure du gabarit créé par le phage. Alors, ce que vous voyez ici, c'est finalement la formation de ces petits cristaux, ces nanocristaux de wurtzite. Donc, vous voyez la diffraction électronique. Ce sont des systèmes qui sont parfaitement cristallisés. Et quand vous regardez finalement leur alignement par rapport au phage, eh bien, on voit que les cristaux sont relativement bien alignés, en particulier avec leur axe C. Leur axe C, en fait, perpendiculaire, se retrouve perpendiculaire au virus. Hein. Et donc, en fait, il y a vraiment des relations d'affinité qui sont tout à fait, je dirais, particulières et intéressantes. Donc, en utilisant finalement ces approches, ben, vous allez reconstituer, je dirais, un cristal, un polycristal
tubulaire, je dirais, autour du virus d'un sulfure de zinc, celui que vous aurez choisi en fonction du choix des peptides. Et puis, lorsque vous faites un traitement thermique, comme vous avez une relation de, je dirais, pratiquement d'hétéroépitaxie qui a déjà été créée, là, eh bien, le traitement thermique vous permet d'obtenir carrément un barreau et un monocristal. Parce que vous allez simplement positionner des petits cristaux dans la bonne orientation, à la bonne distance, et si vous faites ça relativement soigneusement, eh bien, vous pouvez obtenir un espèce de nanotube à base de calcugénure de zinc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fameux phages M13? Eh bien, on peut vraiment faire du contrôle de morphologie et je dirais un petit peu de l'amusement. Pour un chimiste, c'est toujours amusant de faire un peu de construction de type Lego. Hein. Donc, je vous ai essentiellement montré des exemples sur des calcogénures. Je vous en montrerai tout à l'heure avec des composés à base d'oxyde de cobalt qui, eux, sont un peu plus intéressants justement pour des propriétés, je dirais, qui touchent à l'énergie. Mais on peut également, simplement pour s'amuser quelque part, dire, eh ben, qu'est-ce qu'on peut arriver à construire avec ces phages, ces éléments qu'on peut vraiment tailler, coder sur mesure, et donc on peut faire, vous voyez, des anneaux ou bien des structures un petit peu particulières, bon, qui servent peut-être à rien en termes d'application, mais qui sont assez intéressantes au niveau de l'entraînement du chimiste et du physico-chimiste. Alors, par exemple, pour faire ces petits anneaux, bien, la première chose, c'est que on ne va pas prendre des phages M13 très longs à 900 nanomètres, parce qu'il va falloir, ça va être plus difficile de faire un cercle, donc on va en prendre des plus petits, donc ça on prend des plasmides, en fait, plus précisément des phages hémides, et ça nous permet d'avoir, via les modifications de l'ARN, de contrôler la taille du phage, donc de réduire sa taille à 100 ou 300 nanomètres selon les conditions. Et puis on va s'amuser, vous voyez, à modifier les deux bouts. C'est-à-dire que de ce côté-là, de ce côté-ci à droite, sur la partie de capside P3, on va faire des modifications. Par exemple, on va coller des fonctions qui vont être des fonctions anti-streptavidine, qui vont reconnaître la streptavidine que j'ai symbolisée par un petit cercle non complet en bleu marine, vous voyez. Et puis de l'autre côté, je vais, par exemple, mettre des peptides qui se terminent par un système du type histidine. Hein. Et donc, je vais avoir mes deux extrémités qui vont être fonctionnalisées. Et puis, maintenant, si je veux faire des ronds, si je veux faire des cercles, il va falloir que je les couple. Alors, donc, je vais aller chercher un agent de couplage qui va être un agent de couplage de ce type-là. Bon, c'est un agent de couplage dont le degré d'association monomère, dimère, trimère, tétramère, là je vous ai fait le tétramère, dépend également de la concentration. Mais cet agent de couplage, je vais le choisir, vous voyez, avec des sites dans lesquels l'affinité va venir, ça va être des sites de streptavidine qui vont être juste en bonne relation d'affinité avec ces parties-là. Et puis, je modifie chimiquement en fait mon agent de couplage, vous voyez, avec du décomplexant du type acide nitrido-triacétique, qui complexe un métal, et puis ce métal, eh bien sa sphère de coordination, elle va pouvoir être échangeable sur l'extérieur, là c'est ce que j'ai montré en P9, avec justement, vous voyez, quelque chose, des fonctions oxygène et azote, qui ont une bonne affinité, une bonne avidité, justement pour le nickel. Donc je vais avoir cet agent de couplage qui va me permettre de coupler finalement, d'un côté et de l'autre, en fait, ces virus. Et c'est ce qu'on peut faire, vous voyez, en fonction justement en particulier de la concentration et du rapport entre l'agent de couplage et le virus, eh bien je vais pouvoir faire, vous voyez, là j'ai fait un petit schéma assez simplifié, le nickel je vais le coupler ici, via justement les acides aminés terminaux. Cette fonction anti-streptavidine, streptavidine va être couplée de ce côté-là, et ainsi de suite. Donc vous voyez, je vais pouvoir faire facilement des boucles, et c'est ce que vous voyez ici sur cette cliché d'AFM. Vous voyez, on arrive à avoir des structures qui ressemblent un petit peu, bon, ce sont des mauvais cercles, et vous le comprenez bien, puisqu'il y a quand même des parties qui imposent une certaine rigidité. On voit ici, par microscopie électronique également, là, les points, je dirais, les plus sombres, en fait, sont liés finalement aux positions de l'agent de couplage et au staining qui a été fait par un métal lourd.
Donc, en fonction de la concentration, maintenant, eh bien, je vais pouvoir jouer sur le degré d'association de cet agent de couplage. Et vous voyez, pour des concentrations où je vais très nettement diminuer la concentration en agent de couplage, eh bien, au lieu d'obtenir des boucles, ben, je vais pouvoir obtenir d'autres figures. Là, c'est un cas, là, c'est une structure linéaire, basée exactement sur le même mode de couplage et de reconnaissance. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, purement pour moi une démarche où le scientifique s'amuse, mais c'est en s'amusant qu'on apprend à construire. Et donc c'est important justement de se donner du temps, de ce genre de temps. Il faut pas toujours, mon message c'est qu'il ne faut pas toujours tout cibler dans les réalisations qu'on fait, même si on est un peu poussé par, je dirais, le climat actuel. Il faut se laisser du temps pour faire des choses un peu farfelues, s'amuser un peu, apprendre, comprendre. Je pense que c'est indispensable. Si on perd ça, ça sera difficile et triste. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Eh bien, vous voyez, on peut à nouveau modifier latéralement la structure principale du M13 avec des groupements qui vont reconnaître et qui vont facilement se coupler par exemple avec des petites particules d'or. Et puis ici, eh bien, je vais à nouveau jouer sur le couple streptavidine, anti-streptavidine. Et puis je vais prendre des plus grosses particules d'or qui sélectivement ne vont pas aller là mais vont se retrouver ici. Donc, et à partir de ce moment-là, ça veut dire que je vais coupler cette particule d'or sur la partie, je dirais, minoritaire en fait, du M13, mais ce que j'ai dessiné en orange ici, ça veut dire que j'ai plein d'autres possibilités de couplage derrière. Et donc forcément, eh bien, quand je vais mettre tout ça ensemble, eh bien, le virus va utiliser ces autres possibilités de couplage pour faire au départ un objet le plus simple possible qui va être celui-là, c'est celui-là, hein. Donc en fait, avec toutes les petites particules d'or de petite taille qui vont être couplées à cet endroit-là parce que je veux qu'elles soient couplées à cet endroit-là, et puis les plus grosses qui vont être couplées, je dirais, en bout parce qu'on a choisi les bonnes fonctions chimiques. Et voilà ce que ça donne. Bon, en fonction à nouveau de la concentration, eh bien, on va avoir des systèmes, vous voyez, qui se collent en prenant comme, en associant 2 virus, voire 3 virus, voire 4 virus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des propriétés avec ces approches-là? Alors là, je vais vous en montrer un certain nombre qui sont associés, bon, là, c'est typiquement l'affichage, également d'autres qui vont être associés au développement de matériaux qui peuvent être intéressants pour l'énergie, et puis également des matériaux biomimétiques qui se rapprochent en fait des conditions de catalyse de certaines enzymes. Donc pour les matériaux électrochromes, bon ça c'est un exemple qui est assez récent, vous voyez. Là en fait on utilise un virus et l'on couple en fait sur ce virus via une réaction chimique assez simple, hein, c'est le couplage en fait entre un acide et une amine, hein, c'est assez classique pour les chimistes. On va coller, vous voyez, des petites particules d'or sur le virus. Et ce virus va être modifié en fait de telle façon à avoir une bonne affinité de la même manière que ce que je vous ai montré, je dirais, pour les chalcogénures de zinc ou autres. Eh bien cette fois-ci, on va s'arranger pour que l'affinité elle soit bonne pour l'oxyde qui a les propriétés intéressantes qu'on aura choisi. Dans ce cas présent, c'est un oxyde d'iridium. Et donc ensuite, on génère finalement, on nuclée cet oxyde d'iridium sur le petit barreau formé par le virus. Et on regarde ensuite ses propriétés. Donc en fait, on va faire un premier dépôt en fait, de ce virus fonctionnalisé un peu sur mesure sur une membrane. On va faire un transfert de la membrane par collage sur un verre transparent conducteur, puisqu'on va chercher des systèmes pour l'affichage. Et ensuite, on va décoller la membrane et libérer finalement la partie active. Ce que vous voyez ici en violet, c'est un assemblage de ce genre d'objets. Hein. Et donc, vous voyez, ce sont des systèmes qui... bon, il y a une surface qui va être granuleuse, et ensuite, on va s'en servir pour faire une cellule électrochimique. Alors là, ce que vous voyez, c'est les variations en fait, du courant en fonction du temps lorsque vous faites des alternances négatives et positives. Et donc, vous allez passer d'un régime dans lequel vous formez l'oxyde IRO2, qui est un métal, et donc vous allez avoir une forte coloration bleu nuit dans ce cas-là. Et lorsque vous basculez le potentiel, et bien à ce moment-là,
vous avez la réaction inverse qui a lieu, c'est-à-dire que vous êtes dans un électrolyte, où il y a de l'eau et des protons, et donc vous allez avoir la réaction inverse qui va se produire, et vous allez changer l'état de valence de votre iridium, et surtout former ce composé-là, qui est un isolant qui va être, je dirais, quasiment transparent. Et donc ça se fait avec des temps de commutation qui sont très très courts, de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes. Les électrochromes à base d'oxyde de tungstène, en général, c'est plutôt de l'ordre de la seconde, les temps de commutation. Alors, quand vous regardez un petit peu, pour les spécialistes qui sont dans la salle, quand vous regardez un petit peu ces variations courbes noires, courbes rouges, vous avez dans les deux temps des temps qui vont assez vite, dans les deux cas. L'amélioration que vous voyez sur ces courbes, elle est due au fait que, au lieu de faire simplement un revêtement purement d'IRO2, il y a ces fameuses nanoparticules d'or qui aident finalement au niveau du processus de conduction. Mais ce sont des électrochromes qui basculent très très vite. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est, en utilisant finalement les approches Flash Display que je vous ai montré précédemment, c'est d'essayer de construire finalement des enzymes qui seraient semi-synthétiques. Et donc il y a des travaux à nouveau assez récents dans lesquels les gens se sont un petit peu entraînés à essayer de construire quelque chose, une enzyme qui fonctionnerait comme l'anhydrase carbonique. Et donc pour cela, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des mutants sur ce M13, en justement jouant à nouveau sur les modifications génétiques et en positionnant des groupements sur la partie latérale du M13. Alors donc en fait, ils ont reconstitué un centre réactif qui se rapprocherait de celui de l'anhydrase carbonique, en particulier en fixant des histidines à la bonne distance. Évidemment, ils rajoutent du zinc là-dedans, il ne faut pas que j'oublie de vous le dire. Et puis il y a une troisième histidine qui se trouve un peu plus profondément dans le peptide. Et donc tout ça, c'est une façon de mimer par construction un site enzymatique. Et lorsque vous regardez les performances catalytiques sont très bonnes, en fait, d'une réaction classique que peut catalyser, vous voyez, cette coupure de cette fonction ester par l'anhydrase carbonique. Et alors l'avantage d'utiliser ce genre de matériaux maintenant, c'est que donc d'une part vous avez une grande surface, c'est que vous exposez quand même 2700 sites potentiellement, vous avez 2700 protéines identiques dans cette partie-là, donc vous avez un catalyseur bien exposé avec beaucoup de sites. Également, le fait de le supporter, ça lui donne une meilleure stabilité en température. Vous pouvez également travailler avec ces systèmes-là avec des substrats plus hydrophobes. Et puis vous pouvez également les faire travailler non seulement dans l'eau, mais également dans des solvants organiques du type des MSO. Et ça supporte des températures de l'ordre de 80 degrés. Donc là, ce sont des systèmes, des pseudo-enzymes synthétiques qui commencent à avoir des performances assez intéressantes. Alors ce que l'on peut faire également avec ces fameux phages M13, toujours en jouant sur les affinités et sur les reconnaissances, je dirais, les modifications génétiques associées justement que l'on peut faire grâce à la méthode de phage display, on va s'arranger pour, par exemple, je veux faire un matériau qui permette d'imager des tumeurs. Je sais que les nanotubes de carbone monoparois sont des systèmes qui émettent très très bien. Je vais les coupler via des modifications du même type de ce que je vous ai montré précédemment. Je vais coupler mon nanotube avec le virus. Et voilà ce que ça donne. Donc on a des systèmes qui imagent très très bien les tumeurs, qui sont fortement photoluminescents. Et en plus, comme je choisis un petit peu ma sonde un peu sur mesure, je m'arrange pour que mon nanotube de carbone monoparoi, il émette, vous voyez, dans le proche infrarouge et dans la zone de transparence des tissus. Donc ça veut dire que je peux faire un système un petit peu modèle, je ne dirais pas que c'est appliqué, c'est juste des tests qui ont été faits in vivo sur animal, mais un système modèle un petit peu sur mesure. Alors j'en viens maintenant à vous parler un petit peu des matériaux pour l'énergie, et en particulier des nanomatériaux par l'énergie. Vous savez qu'en ce moment ce sont des thèmes qui sont très fortement, poussés, pour les raisons sociétales que vous connaissez. Donc je vous rappelle en fait que dans le cadre des batteries, en fait, vous avez en général une anode. Très souvent, cette anode, c'est du carbone, avec des réactions d'insertion et de désinsertion de lithium. Et puis vous avez une cathode qui est, pour certaines piles, très souvent, ce que l'on retrouve du côté de la cathode, c'est des oxydes ou des phosphates. Et donc,
Évidemment, il y a des systèmes qui marchent, qui sont déjà commerciaux, mais globalement, ce que l'on veut gagner, c'est de la puissance globale et en particulier améliorer ces fameuses capacités spécifiques. Du côté du carbone, elle est pas énorme, on peut vraiment avoir des gains conséquents, et également du côté de la cathode. Alors, que permet le nano, indépendamment de la rupture de taille? Eh bien, le fait de travailler avec des systèmes à l'échelle nanométrique, ça permet d'une part, d'atteindre des compositions et des structures que l'on n'obtient pas forcément facilement pour des matériaux massifs. Parce que comme la surface commence à prendre de l'importance, à ce moment-là, au niveau de l'énergie globale du système, la contribution de surface peut prendre le pas et vous pouvez finalement générer des matériaux à l'échelle nanométrique soit différents de ce que vous obtenez par les méthodes conventionnelles, soit différents, totalement différents, ou soit pas les mêmes, ou des nouvelles phases. Hein. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, il est associé au fait que vous avez finalement, a priori, des tout petits grains de matière, donc vous avez beaucoup moins de matière à traverser pour les transporteurs. Donc ça veut dire que vous allez gagner sur la diffusion. Alors si vous gagnez sur la diffusion, forcément, ça c'est ce qu'on espère quand on descend à l'échelle nanométrique, mais vous avez forcément des contraintes, c'est-à-dire des nouvelles réactions de surface, de la stabilité qu'il faut gérer, il y a également des contraintes mécaniques, et en particulier, vous devez dans tous ces systèmes-là optimiser à la fois les percolations, je dirais, des transporteurs de charge électronique et les transporteurs d'ions. Et donc ça se fait en général en combinant, vous voyez, des approches de synthèse de matériaux nanométriques et puis je dirais, des enrobages que l'on peut faire dans une deuxième étape ou qu'on peut faire dès la synthèse du matériau, dès la première étape, ce qui vous évite en particulier de créer une interface directe avec l'électrolyte et puis des propriétés de type dégradation. Et donc, dans toutes ces démarches-là, évidemment, vous avez la construction de l'objet nanométrique en lui-même, mais vous avez une partie qui est très, très importante, c'est la partie du procédé. C'est-à-dire comment vous allez optimiser votre architecture et les contacts. Et ça, c'est loin d'être négligeable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, avec ces fameux matériaux à base de virus M13, eh bien, on peut également, vous voyez, en jouant sur les règles d'affinité que je vous ai présentées précédemment, les décorer avec des phosphates de lithium et de fer, qui sont déjà des matériaux utilisés, je dirais, au niveau de l'énergie, ou des systèmes plus complexes à base de manganèse, de cobalt, de lithium, différents types d'oxydes, ou même, vous pouvez les décorer avec des métaux comme le silicium et l'étain, et ça je vous en avais parlé la dernière fois, ce sont des systèmes qui donnent des réactions de conversion avec des capacités très très intéressantes, mais avec des variations volumiques qui sont bestiales. Et donc là, il faut vraiment concevoir non seulement le matériau, mais l'architecture pour qu'elle puisse supporter finalement ces variations volumiques. Alors quelques exemples. Ça, ce sont à nouveau des virus M13. On va modifier, vous voyez, le pourtour, donc la capside, la partie principale P8, en faire une modification génétique en utilisant ce qu'on appelle le tétrapeptide E4, où on va favoriser la formation de systèmes à base d'acide glutamique qui ont des très bonnes affinités pour le cobalt. Donc vous allez coupler finalement par complexation, je dirais, les ions que vous allez mettre au niveau de la synthèse, hein, et donc ça va vous créer des centres de nucléation très très bien dispersés. Et donc, comment fait-on? Donc, on modifie génétiquement les virus via les processus que je vous ai déjà expliqués plusieurs fois. On fait ce fameux clone 4. Ensuite, on va mettre les virus en suspension dans une solution de sel, de chlorure de cobalt. Hein. Donc, vous allez avoir une étape de complexation et d'affinité entre le cobalt. Vous agitez et ensuite, vous faites une première réduction du cobalt par un réducteur chimique. Et puis, vous faites une oxydation lente, en fait, du cobalt, il ne demande que ça, dès qu'il voit de l'oxygène, pour aller former, justement, l'oxyde de cobalt correspondant. Et vous voyez, vous avez une répartition très, très homogène le long du virus, et sur la couronne, hein, sur la partie qu'on a vraiment modifiée, de toutes petites particules d'oxyde de cobalt. Alors, comme on veut des systèmes qui soient également qu'on puisse éliminer au mieux les charges et qui facilite au mieux le transport, je dirais, des porteurs de charge, eh bien, ce que l'on peut faire, c'est faire une double modification, vous voyez,
Ça, c'est simplement un schéma dans lequel je vais aller modifier les peptides de telle façon à nucléer sur tous les points noirs le fameux cobalt qui va être le matériau d'électrode. Et puis, je vais aller sur les points ici faire des modifications de telle façon à avoir des affinités avec un conducteur qui pourrait être du carbone, mais ça peut être également, dans le cas d'un modèle, je dirais que le prix n'a pas d'importance si on peut utiliser un métal noble dont on est sûr finalement des propriétés de conduction. Hein. Donc c'est ce que vous voyez ici, ça ce sont les objets qui ont été, je dirais, minéralisés par du cobalt. Vous voyez les petites particules d'or ici, et ça c'est le dépôt d'or qui avait été fait, je dirais en fait, antérieurement au dépôt du cobalt. Hein. La séquence est d'abord je fais mon virus, je le modifie, je plante les petites particules d'or dessus, puis je nuclée le cobalt, et je vais à l'oxyde CO3O4. Alors voilà ce que ça donne au niveau des réponses. En fait, vous voyez, donc vous avez une première courbe qui est essentiellement en fait associée à la mise en place de l'électrode, et puis vous avez des courbes de charge-décharge qui vous montrent en fait que d'une part que le virus est stable et inactif pendant le fonctionnement de la batterie. Et lorsque vous regardez les données de façon un peu plus quantitative, ici vous avez les capacités en fonction du nombre de cycles, et là on compare finalement à la charge et à la décharge, un système, je dirais, de virus où il n'y a que le cobalt, il n'y a pas eu d'or, vous voyez, et lorsque justement on avait fait la modification à l'or, hein, vous voyez, donc il faut comparer les petits carrés ici en bas aux petits carrés pleins, hein, et donc ici finalement, dans ces deux matériaux, la partie conduction électronique, elle a été assurée en fait en rajoutant du noir de carbone, hein, du carbone. Alors comparons un peu les valeurs, vous voyez, pour ces électrodes, vous avez des valeurs qui sont de l'ordre de 700 mAh par gramme, soit le double d'une batterie avec anode au carbone. Hein. Donc évidemment, je ne dis pas que ça va être la batterie de demain, parce qu'il faut que ça tienne le temps, il faut que ça soit cyclable, il faut que ça soit stable. Mais ça vous montre en fait des ouvertures qui sont assez intéressantes. Et lorsque l'on décore le virus avec des nanoparticules qui ont assuré finalement une connectique dans la partie, je dirais, transport-conduction, eh bien on gagne encore un petit peu au niveau de la capacité. Alors il y a toute une étude paramétrique qui a été faite, à la fois par le groupe américain, mais également par Jean-Marie Tarascon et Dominique Larcher, où ils ont montré en fait que pour qu'il y ait des résultats reproductibles, il fallait vraiment contrôler de façon très fine non seulement les couplages, je dirais, entre le virus et les phases actives, mais également il y avait une très grosse importance de l'ultrastructure, hein, de comment on ultrastructure l'électrode, quelle est l'intégrité, la cohésion des agrégats, comment ils peuvent être construits pour justement avoir des résultats, je dirais, optimum. Donc ça, c'est une petite photo qui vous montre que finalement, ces petites batteries, ça donne un petit peu de lumière. C'est juste un petit peu, je pense, plus un aspect publicitaire. Alors, on peut continuer en fait ce jeu de façon, je dirais, presque infinie. Donc je vais vous montrer encore quelques exemples et on va changer un petit peu globalement la thématique. Vous voyez, on peut s'amuser à construire en fait ces biohybrides à base de M13 avec des systèmes à deux gènes. Hein, donc deux gènes, je ne parle pas du physicien, hein, donc c'est un système à deux gènes. Donc on va faire comment? Eh bien on va faire des modifications, par exemple sur P8 avec le fameux peptide E4 qui va justement exalter finalement ces fonctions acides des tétragglutamates. Et puis je vais essayer d'accrocher sur ce virus un composé qui est relativement hydrophobe ou aromatisant, je dirais. Alors pour cela, eh bien, je peux faire des modifications, soit avec des peptides porteurs de fonctions aromatiques, soit avec des peptides qui vont être simplement en bonne interaction parce que les groupements vont être relativement hydrophobes. Et donc je vais pouvoir les coupler, vous voyez, parce que ce que je veux faire finalement, c'est les coupler avec des nanotubes de carbone. Hein. Donc sur la partie E4, je vais pouvoir faire pousser un autre matériau d'électrode, hein, ou même un métal, et il me faut également arriver à faire un bon couplage avec, je dirais, les parties conducteurs électroniques, conducteurs électriques. Donc ça, ce sont les matériaux, on voit bien qu'on a un réseau qui percole de FePO4 avec justement ces virus qui sont recouverts. Donc le virus lui-même a des petites particules d'argent en plus pour lui assurer la conduction.
Et puis, ce que vous voyez sur cette photo, c'est justement les interfaces qui sont bien générées, bien créées, entre le matériau, je dirais, d'électrode, l'oxyde, qui va subir les réactions d'insertion et de désinsertion, et puis les nanotubes de carbone. Donc, en fait, on peut faire de la construction relativement fine de ces systèmes pour aboutir à un matériau à nouveau de ce type. Vous voyez, vous allez avoir des nanotubes de carbone sur ces virus fonctionnalisés avec un matériau de cathode et des points, je dirais, des points de conduction accessibles. Hein, donc ça, c'est simplement un petit dessin. Et là, ce que vous voyez, c'est la diode électroluminescente qui a pu être allumée, je dirais, grâce à ce type de batterie. Donc, l'énergie, je dirais, toujours l'énergie. Il y a énormément de travaux associés justement à ces virus, dans lesquels vous avez, je dirais, un focus de l'article fortement allant vers l'énergie, que ce soit du photovoltaïque, que ce soit des batteries. Vous voyez, c'est du récent, 2013-2015, 2013-2011, ce sont des travaux relativement récents. Je pense que la stratégie, elle est géniale. Il y a plein de choses à faire. L'énergie, c'est parce qu'il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des moyens qui sont là. Donc les chercheurs, ils finalisent leur article en disant ça va être génial, mon truc, ça va servir pour sauver le monde au niveau énergétique. Mais je pense que ce qui se cache derrière tout ça, c'est encore plus puissant que ça. Alors l'énergie, vous savez qu'il y a eu énormément de recherches depuis quelques années. On a remis à la mode les batteries lithium-air, hein, et en particulier, si je me permets de vous rappeler, ce sont des batteries qui sont intéressantes parce que, a priori, ils ne devraient pas être très coûteuses, mais avec des capacités théoriques, j'insiste, qui sont intéressantes. Alors elles sont composées de la façon suivante. Il y a une anode en métal, le lithium. À cette anode, vous avez une réaction d'oxydation, donc vous allez créer des ions Li+, et les électrons qui sont générés par la réaction d'oxydation vont aller de l'autre côté, sur la cathode, dans laquelle vous allez avoir la réaction de réduction. Et la réaction de réduction, c'est souvent le passage à des oxydes, ou des oxydroxydes, ou des oxydes de lithium. Alors, il y a des verrous vraiment à faire sauter dans ce cadre-là, en particulier au niveau des membranes, parce que ça va dépendre. Vous travaillez avec du lithium qui est très réactif à l'eau, donc si vous êtes dans un électrolyte aqueux, vous voyez qu'il y aurait des problèmes à résoudre. La nature de l'électrolyte, qui peut être aqueux ou non aqueux, donc ça, ce sont des verrous un peu d'ingénierie à faire sauter. Au niveau de la synthèse, il y a vraiment, pour cette réaction de réduction ici, il y a vraiment besoin de catalyseurs très efficaces et peu chers. Ceux qui sont utilisés pour l'instant, ce sont des métaux pour la plupart nobles, mais il faut vraiment des catalyseurs efficaces, d'une part, ce qu'on appelle des catalyseurs de Oxygen Reduction Reaction ou Oxygen Evolution Reaction. Il faut vraiment qu'il y ait de la recherche dans ce domaine pour trouver justement des nouveaux systèmes, des nouveaux matériaux. Et il y a un deuxième point qu'il faut ajuster et régler dans ces systèmes, c'est que vous voyez, au moment du dépôt de ces oxydes-là, il faut un très bon contrôle de la porosité, c'est-à-dire qu'à la fois, il vous faut un système nanométrique, donc où vous puissiez optimiser finalement l'échange de ces réactions-là, mais que vous ne bouchiez pas votre cathode. Donc en fait, il faut à nouveau construire une cathode avec une structure hiérarchique et la faire, je dirais, un petit peu sur mesure. Alors il y a eu des tentatives qui sont, à mon avis, je dirais, intéressantes dans ce cadre-là. À nouveau, en utilisant finalement ces virus M13, on fait une modification génétique pour justement faciliter le dépôt d'oxyde de manganèse. Hein. Et donc ces oxydes de manganèse peuvent être ensuite mélangés, je dirais, à un support conducteur du type carbone. Et donc là, ça vous permet, vous voyez, de contrôler à la fois, via la formation de ces nanoparticules, une structure poreuse assez importante associée aux petites particules. Et puis le fait d'utiliser un gabarit, ce treillis-là, ça vous permet de faire une structure poreuse à une autre échelle. Donc vous avez déjà une structure poreuse à deux échelles qui semblerait être plus compatible finalement à l'utilisation de ce genre d'électrodes. Vous voyez, les surfaces sont assez élevées, c'est raisonnable. Ce que vous voyez ici, ce sont des clichés de microscopie où on a coloré de façon très fine le manganèse et puis le catalyseur. Dans ce cas-là, c'est un métal noble, le palladium, que l'on voit en bleu. Je ne sais pas si on le voit très très bien sur la projection. Hein. Et donc vous avez une répartition grâce à ces approches qui va être très homogène, à la fois du matériau de cathode et du catalyseur. Et donc là, ce que l'on compare, justement, c'est des résultats. Ce sont les capacités spécifiques.
voyez, des nanoparticules de manganèse toutes seules, les particules sur M13 toutes seules, des modifications, je dirais, je ne rentre pas dans les détails, mais après le cours, on peut en discuter si ça vous intéresse. Et puis, sur M13 toujours, et puis ces systèmes-là, justement, sur M13 avec la présence des petites particules de palladium. Hein. Donc les phases de manganèse, en fait, ce sont des phases, c'est un système qui est biphasé, hein, où il y a une phase amorphe et puis une phase de type birnécite. Et donc, vous voyez, vous avez quand même des réponses qui commencent à être relativement intéressantes. Et donc, on peut améliorer finalement ce type d'approche. Maintenant, en se rapprochant de ce que connaissent les gens en synthèse de nanomatériaux ou en chimie du solide. Par exemple, à nouveau, en fonctionnalisant ces virus avec des groupements qui vont avoir une bonne affinité pour le manganèse, pour le cobalt, pour faire, vous voyez, différents types de structures. Je ne rentre pas dans les détails, qui peuvent être plus ou moins intéressantes au niveau de leurs propriétés catalytiques. Mais à nouveau, ça va vous permettre de générer un matériau dans lequel vous avez un contrôle finalement grâce à ces tubules, un contrôle au moins à 2 niveaux d'échelle. Et grâce justement à l'affinité associée au choix des bonnes séquences peptidiques, eh bien, vous allez faire un matériau dans lequel vous allez très très bien répartir, par exemple, à la fois les parties cobalt, oxyde de cobalt, et également la partie nickel métallique, vous voyez. Vous avez une très 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 bonne dispersion, vous allez avoir toute une nanoporosité associée à toutes ces petites boules que vous voyez là, et puis vous allez avoir une macroporosité associée finalement à l'enchevêtrement de ces virus, hein, donc une structure double échelle. Alors quand on regarde les propriétés, bon, ben, ça commence à être intéressant, je dirais, vous voyez. Vous avez quand même un électrocatalyseur qui marche relativement bien, avec des efficacités de 75%, des temps de vie sur 48 cycles, hein, ce n'est pas du tout commercialisable. Hein. Vous voyez, et des capacités spécifiques qui sont si on se ramène en carbone, de l'ordre de 2000 mAh par gramme, et si on tient compte de la totalité du matériau, c'est de l'ordre de 200 mAh par gramme. Voyez. Donc ce sont des approches qui restent, je dirais, académiques, et on voit qu'il y a des bonnes idées derrière tout ça. Alors ces exemples, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, vous montrent l'importance en fait de la nature et du positionnement des fonctionnalités, ce qu'on peut arriver à faire, et là vraiment on peut imaginer des tas d'autres systèmes, l'importance de savoir contrôler justement l'interpénétration des composantes, la percolation des chemins de conduction, l'ultrastructure en un mot, ça c'est très important en termes d'optimisation des propriétés. Alors, quand vous regardez cet objet, je vous ai dit au départ, ben, c'est un objet qui est très long et très étroit. Ça veut dire que globalement, quand je regarde le facteur d'anisotropie, je vous ai dit 133. Et donc il y a un théorème qui est connu depuis, je dirais, les années 39-40, c'est le théorème d'Onzaguet qui vous dit que, en fonction d'un facteur d'anisotropie, quel que soit l'objet que vous avez, chargé, pas chargé, rien qu'en jouant sur la forme, eh bien, lorsque vous arrivez à mettre ces objets à une concentration donnée, à une friction volumique donnée, eh bien, il y a un seuil à partir duquel eh bien, ces objets ne s'organisent pas de façon aléatoire. Ils vont former ce qu'on appelle des phases du type cristal liquide. Hein. Donc, ils vont commencer à s'auto-assembler. Donc ça, c'est une photo que je vous ai déjà montrée plusieurs fois. Donc c'est simplement pour vous marquer un petit peu l'esprit que des objets anisotropes, vous voyez même en 2 dimensions, eh bien, quand c'est anisotrope, ça s'organise au moins par morceaux, mais pas de façon aléatoire, hein, sur la totalité. Alors c'est ce qui permet finalement d'obtenir des phases cristal liquide, hein, donc ça c'est la phase complètement désordonnée, et en fonction en fait de la nature des objets, et en particulier de leur concentration, vous pouvez obtenir différents types de phases cristal liquide, nématiques, smectiques, cholestériques, quand vous avez justement des carbones asymétriques sur votre objet élémentaire, et c'est souvent le cas des objets biologiques. Hein. Et donc ça se repère assez facilement par des méthodes, je dirais, de diffusion centrale des rayons X, mais au niveau de l'observable la plus simple, au niveau d'un laboratoire, c'est souvent une observation en lumière polarisée avec un microscope optique. On voit ces colorations ou ces franges particulières. On peut regarder également ça avec un AFM. Ce que vous voyez ici, finalement, c'est des défauts. Hein. C'est ce qu'on appelle... c'est un peu pour les métallurgistes, en fait, on connaît très bien ce qu'on appelle les dislocations, mais ça se fait à une petite échelle, hein, l'échelle
d'un ensemble d'atomes, eh bien dans les cristaux liquides, ces défauts, ça s'appelle des disclinaisons. Et ce sont ces disclinaisons qui créent finalement ces différentes phases qui sont colorées. Et pour un spécialiste des cristaux liquides, eh bien, il reconnaît ces petits, je dirais, pour parler simplement, en fonction de ce qu'il observe, les colorations, les formes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, facteur d'anisotropie et concentration, d'une part, et puis les virus sont chargés négatifs, le M13, puisqu'il y a beaucoup de groupements carboxylates qui vont être ionisés sur la surface. Donc on peut jouer finalement sur les facteurs d'anisotropie, les concentrations électrostatiques. Alors on peut s'amuser à construire des cristaux liquides, et puis on va s'amuser un petit peu plus, on va les décorer avec des particules d'or. Exactement ce que je vous ai dit au départ. On utilise la librairie de phage. On va, sur ces structures M13, les faire, je dirais, les sélectionner en fonction de leur affinité pour de la streptavidine. On élit, on fait le cycle plusieurs fois pour avoir les affinités, je dirais, les plus fortes, pour avoir une sélection optimum. Et puis, ensuite, on va utiliser des petites particules d'or sur lesquelles on va mettre le complément, finalement, le complément au couplage. Et donc ensuite, on va coupler ces petites nanoparticules d'or à l'endroit qu'on aura choisi. Là, la modification se fait plutôt sur la partie basse, sur la queue du virus. Donc a priori, on devrait être capable de faire ce genre de choses. Hein. Donc voyez ce que ça donne. Ici, ce sont les phases, en plus, cristal liquide de ces petits objets avec une fonctionnalité qu'on a positionnée à peu près où on veut. Et donc ça crée, en fait, quand vous regardez finalement par microscopie, vous voyez ces caractéristiques, ces phases qui peuvent être smectiques ou cholestériques ou nématiques en fonction de la concentration. Hein, donc ça, c'est assez classique pour les cristaux liquides. Eh bien, vous allez pouvoir les repérer par, je dirais, le premier outil, c'est la microscopie optique en lumière polarisée, ou ensuite par microscopie électronique. Ces phases-là sont caractéristiques, vous voyez, de structures en bande en zigzag. Ça ressemble un petit peu à des parquets à l'anglaise. Hein. Bon, c'est l'image la plus proche que j'ai trouvée. Vous voyez, c'est très caractéristique de ces phases. Et donc, on peut les voir également je dirais, sur l'objet lui-même, puisqu'on peut s'amuser à rajouter une fonction colorante du virus. Et là, c'est une fonction, vous voyez, c'est de la phycoérythrine, qui est un colorant fortement, qui émet dans le rouge. Et on voit à nouveau ces structures en lamelles, hein, en lamelles décalées, un petit peu comme des parquets à l'anglaise. Alors je vous disais que ces virus, finalement, on peut également jouer sur les aspects auto-assemblage, mais également sur les aspects électrostatiques. On a un virus, bon, vous voyez que j'ai symbolisé par cet objet, donc normalement il est plus anisotrope, mais je n'ai pas trouvé plus long, et il est négatif, donc on peut le coupler par exemple avec des bicouches lipidiques cationiques. Alors comment on va faire une bicouche lipide cationique? Eh bien, vous savez que les bicouches, en fait, il y a une partie qui n'aime pas l'eau et une partie qui aime l'eau. Eh bien, il suffit d'avoir des parties, je dirais, qui aiment l'eau qui soient identiques. Et puis la tête polaire, eh bien, on va s'arranger pour garder essentiellement des têtes polaires positives. Et on va venir donc avoir une bicouche dont la charge globale est plutôt positive. Alors les deux systèmes ont leur construction, hein, bien entendu. Alors quand vous les mettez ensemble, ces systèmes-là, quand vous les mettez ensemble, vous obtenez des assemblages de ce type. C'est-à-dire que vous allez avoir les virus qui vont s'assembler, qui vont s'auto-assembler, vous voyez, en faisant des structures de ce type, et puis les bicouches phospholipidiques, vous allez faire une espèce de sandwich, vous voyez, de ce type, et vous allez très bien pouvoir caractériser finalement à la fois les espaces entre couches lipidiques par diffusion centrale d'Arion-X, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez les différents ordres en fait correspondant à ces empilements. Et puis l'écartement entre les virus ici, bon, ça correspond à cette diffraction-là. Vous allez pouvoir également caractériser quelle va être la compacité de l'agencement des virus dans l'espace, je dirais, interbicouche. Et donc ça se fait assez facilement. Et finalement, cet assemblage, il est, je dirais, guidé essentiellement par une variation de pression osmotique associée aux ions qui sont chassés en fait dans l'espace interobjet. Parce que, indépendamment, les bicouches d'un côté et les virus, je vous ai dit négatif, positif, oui, mais il y a toujours des constructions, des petits ions qui contrebalancent. Mais au niveau anthropique, vous avez un gain à les chasser, justement.
de cette interface. Et c'est ça qui vous permet, c'est vraiment ce gain anthropique, hein, c'est cette variation, vous poussez tous les petits ions en dehors de l'interface, là, et c'est cette énergie, c'est ça qui vous permet de gagner en énergie de cohésion électrostatique. Alors, on peut, vous voyez, aller un petit peu plus loin au niveau de la matière molle, se dire finalement, je sais organiser ces systèmes à base de virus et de membranes lipidiques, eh bien, je peux également, puisque mon virus est négatif, venir coupler, par exemple, un complexe cationique, complexe du ruthénium, vous voyez, qui va venir se positionner entre les virus et finalement qui va jouer sur la distance, je dirais, entre les virus, que vous mesurez à nouveau par diffusion des rayons X. Et là, ce que vous voyez, c'est la distance intervirus. Dès qu'on rajoute finalement ce composé-là cationique, qui pour des raisons, je dirais, de compensation de charge, va venir se coincer là, vous avez cette variation sur la distance. Donc ça, c'est une approche typiquement matière molle. Une autre que j'ai trouvée assez intéressante est basée sur un principe qui a été découvert par Giraud Descher, qui est un chercheur qui travaille à l'Institut Charles Sadron de Strasbourg. Donc ça, c'est un travail, je dirais, assez ancien, 98, qui a découvert qu'on pouvait très facilement déposer des systèmes multicouches, ce qu'on appelle layer by layer assembly, en prenant des polymères chargés pas trop grands, pas trop longs, un polymère cationique, vous voyez, un polymère anionique, et on peut faire croître finalement un matériau couche après couche, en mettant une couche de plus, une couche de moins, etc. Et donc ça, c'est un travail qui est très cité dans la littérature, et dans lequel je dirais que c'est un travail de base dans l'utilisation des matériaux. Alors comment peut-on coupler ce genre de système layer by layer avec les virus? Donc ça, j'ai trouvé ce travail qui n'est pas récent, mais j'ai été assez séduit par l'approche, j'ai trouvé ça assez marrant. En fait, les auteurs, ce qu'ils font dans le cas présent, c'est qu'ils font un premier dépôt, je dirais, layer by layer, assez mince, de l'ordre de 5 à 10 nanomètres, et puis ils déposent finalement ensuite un ensemble de virus. L'ensemble de virus, et puis sur cet ensemble de virus, ils redéposent quelques couches de polymères positifs et négatifs. Alors là, il y a une force motrice, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'au début, finalement, le système de virus, vous voyez, se trouve, je dirais, positionné un petit peu dans le désordre sur les premières couches de polymères chargés. Et au fur et à mesure que l'on rajoute les couches de polymères chargés, eh bien, finalement, pour des raisons à nouveau, je dirais, plutôt anthropiques, hein, donc en fait, c'est le principe de volume exclu, hein, eh bien, ces petits bâtonnets de virus vont se déplacer vers la surface, les polymères vont pénétrer en fait pour aller trouver les configurations qui énergétiquement leur sont les plus favorables, et ces petits bâtons de virus vont se trouver, vous voyez, parfaitement organisés sur la surface. Hein. Donc en fait, c'est vraiment en fait en utilisant les propriétés de la matière molle qu'on arrive à faire ce genre d'objet. Et donc voilà ce que ça donne en microscopie. Ça, c'est l'instant de départ. Vous avez le dépôt des virus qui reste encore totalement désorganisé. Et puis, vous avez cet état ordonné qui commence à se faire. Hein. Donc, à nouveau, en fait, ce passage-là s'est induit par une augmentation d'entropie. Hein. Et clairement, vous voyez, vous avez des systèmes qui sont parfaitement, joliment organisés. Et comme le virus, je vous ai dit, il y a des peptides, donc ça veut dire qu'il y a des aminoacides. S'il y a des aminoacides, ça veut dire que ce sont des choses qui sont pH dépendants. Ça veut dire qu'il y a des points isoélectriques qui peuvent être ajustés en fonction du pH. C'est-à-dire que je vais plus ou moins contrôler la densité de charge que je vais avoir sur ma surface. Et ça veut dire que je vais pouvoir jouer justement sur la charge du virus. Et en fonction de sa charge, vous voyez, si je me place dans certains domaines de pH, hein, eh bien, je vais être dans des régimes où je vais avoir plutôt de la répulsion ou carrément de l'agrégation, et je vais pouvoir, dans un domaine de pH bien étroit, varier finalement, faire varier le degré d'assemblage de mon virus dans ces structures ordonnées. Donc je vais pouvoir passer de systèmes dans lesquels l'assemblage va être assez dense, vous voyez, c'est la même échelle pour tous, hein,
et puis des structures, bon ça c'est ce que je vous ai montré au départ, puis des structures dans lesquelles l'assemblage va être relativement peu dense, hein. Et ça c'est à nouveau en combinant, je dirais, les propriétés du virus et également, je dirais, ce que l'on connaît aujourd'hui sur la matière molle. Alors ces assemblages, eh bien, je peux commencer à redécorer finalement mes gabarits avec, par exemple, du nitrure de gallium, c'est un semi-conducteur luminescent, et je vais pouvoir faire à partir de ça, je vais pouvoir faire des films auto-assemblés dans lesquels je vais avoir des propriétés luminescentes. Je peux également les décorer avec de l'or, si besoin, pour obtenir en fait, vous voyez, des systèmes décorés avec un métal, ou bien je peux décorer en utilisant à nouveau, je dirais, les affinités de certains ions et de certains peptides pour, par exemple, créer ces assemblages dans lesquels je vais former des oxydes, dans le cas présent un oxyde de cobalt qui est à nouveau un matériau intéressant pour les aspects batterie. Et donc je vais pouvoir utiliser, vous voyez, des systèmes dans lesquels je contrôle non seulement les aspects chimiques, mais également je peux contrôler le degré d'organisation et la texture. Et je vous ai dit, c'est très important de pouvoir également contrôler l'ultrastructure dans toutes ces propriétés et applications. Alors, pour aller un peu plus loin, ce qu'on peut faire, vous voyez, c'est que on fait le dépôt en bleu, là, c'est le polymère layer by layer, donc le plus-moins en plusieurs couches. Le rouge, ça va être l'organisation de mes virus que je vais avoir modifiés chimiquement de telle façon à ce qu'ils puissent former ces nano-oxydes de cobalt. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des tampons de PDMS. Donc ça, c'est la qualité de l'électrode. Vous voyez, on revoit ces structures organisées, hein. Une fois qu'elles ont été, transformées en oxyde de cobalt, je fais le transfert de l'électrode sur du platine pour faire des plots, et à partir de ça, je peux faire des ultra-microélectrodes, hein. Vous voyez, ce sont des électrodes qui peuvent être faites à partir de ces systèmes, et ça, ce sont des photographies du montage, des microélectrodes, hein. Donc en fait, on peut faire des microélectrodes en utilisant ce genre de procédé, et on va contrôler non seulement la nature chimique des éléments, ça c'est le couplage virus, peptide, éléments, on va contrôler finalement la forme, l'assemblage, l'ultrastructure. Donc on a un moyen de jouer sur un certain nombre de paramètres de façon à avoir un contrôle. Vous voyez, donc chaque microplot, hein, c'est des microélectrodes, hein, ça délivre en fait des petites quantités, hein, 600 à 750 nanoampères-heure. Mais chaque électrode, c'est 150 microplots, hein. Ça, c'est pour un microplot. Alors, puisqu'on est dans la matière molle et qu'on a des systèmes fibreux, eh bien, on peut utiliser finalement ce qu'utilisent les collègues des polymères, donc des méthodes de l'extrusion pour faire des fibres. Et donc ça, on peut faire soit de l'extrusion simple, vous voyez, simplement en utilisant un capillaire, je dirais, et en poussant. Et donc là, finalement, si on fait les choses correctement, eh bien on va avoir également, puisqu'on a des objets anisotropes, on va avoir la formation de cristaux liquides, et puis on se met dans un milieu de telle façon à ce que l'enveloppe puisse être formée assez facilement par une réaction de condensation entre les fonctions aldéhydes et les fonctions amines du virus, de telle façon à ce qu'il y ait une tenue à l'ensemble. On sait que dans ces perspectives de travail, en utilisant de l'extrusion simple, on va plutôt faire des fibres microniques, mais si on veut faire du nano, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle de l'électrospinning ou l'extrusion électroassistée, et à ce moment-là, eh bien, en utilisant en fait une contre-électrode et les méthodes donc d'extrusion électroassistée, on va pouvoir faire des fibres qui cette fois-ci vont être des fibres composites, dans lesquelles on va avoir à nouveau des alignements, comme je vais vous le montrer, de type cristal liquide, mais cette fois-ci, la taille, vous voyez, de la fibre, ça va être vraiment une nanofibre. Alors, bon, ça, c'est des couplages amine carbonyle, mais ça, je pense que vous savez. Donc ça, ce sont des exemples, vous voyez. Ce sont des fibres qui sont faites par extrusion simple. Typiquement, les tailles, c'est micronique, hein, 10-20 microns. Ce que vous voyez ici, c'est à nouveau de la microscopie polarisée, hein. Vous voyez la birefringence, c'est-à-dire que dans la fibre, on a déjà la formation de cristaux liquides, qu'on repère, je dirais, au niveau des alignements un peu plus facilement grâce aux méthodologies AFM. Alors sur ces fibres microniques, on peut faire des mesures mécaniques. Et donc ça, c'est les mesures, je dirais, déformation contrainte habituelles. Vous voyez, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que
ces virus, finalement, ces cristaux liquides ont des modules d'ion, donc des propriétés mécaniques de l'ordre de 3 GPa, gigapascal. Pour vous rappeler, le nylon c'est 1 à 3 et le polystyrène c'est 2 à 4. Donc pour ces assemblées composites, on a des valeurs de propriétés mécaniques qui sont tout à fait honorables. Et en particulier, ce degré, je dirais, ce niveau de propriété mécanique, il est associé justement à la formation de phases orientées cristal liquide. Parce que lorsque l'on processe le matériau de telle façon à ne pas orienter, la partie, je dirais, M13, eh bien, à ce moment-là, que ce soit en torsion ou en élongation, vous voyez, on voit clairement que les parties non orientées par rapport aux parties orientées, il y a quand même un gain d'un facteur supérieur à 3 sur la réponse mécanique du système. Alors, on peut ces fibres les marquer avec des quantum dots pour en faire des fibres luminescentes. Ça, c'est des choses qui sont forcément totalement accessibles. On peut également utiliser finalement, vous voyez, ces fibres et puis les décorer via des couplages à nouveau en choisissant les bonnes séquences peptidiques avec de l'or, vous voyez. Donc là, on voit que sur ces fibres qui sont à l'intérieur cristal liquide, on colle très très bien l'or. L'or est en vert hein, sur le cliché là, d'analyse chimique par X. Et donc vous voyez en vert. Par contre, lorsque vous voulez déposer de l'or simplement sur un autre type de polymère du petit Kevlar, et bien à ce moment-là, vous n'avez pas de dépôt possible, vous voyez. Alors justement, vous pouvez utiliser, dans le cas présent, des virus fonctionnalisés comme agent de couplage. Et à ce moment-là, vous avez finalement, ici, il n'y a pas de virus. Donc l'or ne se dépose pas. Et ici, vous avez le Kevlar plus, je dirais, le virus déposé. Et à ce moment-là, vous avez un très beau niveau d'adhésion et de collage. Et donc, pour tout ce qui est formation de fibres, eh bien, lorsqu'on passe à de l'électrospinning, eh bien, on obtient, je dirais, des performances, je ne voudrais pas dire équivalentes, mais globalement, vous allez avoir l'intérêt de ces systèmes-là, c'est que vous allez pouvoir faire des nanofibres à ce moment-là pour faire, par exemple, des membranes ou d'autres types de systèmes. Donc là, vous allez descendre de quelques barreaux de l'échelle de taille en obtenant des systèmes à base de nanofibres qui également, vous voyez, en biréfringence, forment également des cristaux liquides que vous pouvez absolument à nouveau fonctionnaliser à peu près avec ce que vous souhaitez faire. Donc j'en arrive vraiment aux toutes dernières parties de mon exposé pour vous dire qu'il y a des méthodologies, et ça ce sont des travaux assez récents, où on va utiliser finalement ces propriétés de matière molle avec l'organisation type cristal liquide. En particulier pour faire des films par les méthodes, je dirais, assez simples, basées sur du trempage et du retrait. Voyez. Et ce qu'on va utiliser dans le cas présent, c'est en fait tout le contrôle cinétique du mouvement du ménisque et des forces interfaciales qui s'y exercent pour justement, vous allez le voir, créer des structures assez originales et tout à fait particulières. Alors, je vous fais un petit rappel. Donc, globalement, les variables que l'on va utiliser au cours de ce procédé, c'est la concentration en virus, qui peuvent être fonctionnalisées à nouveau avec tout ce que vous avez en tête, les vitesses en fait, de tirage, les forces ioniques, et donc également les propriétés de surface du support sur lequel vous avez déposé. Alors je vous fais un très court rappel sur les fondamentaux du dépôt par trempage-retrait. Hein. Donc vous avez un paramètre important qui va être la vitesse de retrait. Et donc globalement, vous allez avoir deux cas de figure, à gauche ou à droite. Donc lorsque vous avez des vitesses, je dirais, relativement élevées, eh bien, vous êtes dans le régime qu'on appelle le régime de drainage visqueux, donc ici. Et donc en général, vous allez augmenter la vitesse pour augmenter l'épaisseur du film. Donc ce n'est pas dans ce régime-là qu'il faut se placer. Par contre, lorsque vous vous mettez dans un régime de vitesse beaucoup plus petite, donc ici, ce qu'on appelle le régime capillaire, là, ça va être pour créer justement ces organisations originales que je vais vous montrer, ça, c'est le bon régime pour créer tout ça. Parce que dans ce régime-là, vous allez, en fait, être beaucoup plus soumis aux forces capillaires et aux effets conductifs, mais en particulier, vous allez être énormément soumis à la physico-chimie de ce ménisque. Et en particulier,
ce que vous allez essayer d'optimiser, c'est justement d'avoir un mouillage avec le substrat qui soit loin d'être parfait, qui ne soit pas mauvais mais qui ne soit pas parfait, de façon à avoir justement la formation d'un ménisque. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer finalement sur l'adhésion du film que vous déposez, également par rapport, je dirais, un peu à la masse du ménisque, pour justement faire bouger finalement, de façon astucieuse, hein, ça va être plus parlant dès que je vais vous montrer les images, de façon à structurer finalement le film pendant que vous êtes en train de le fabriquer. Alors voilà ce que ça donne, enfin, c'est ce qu'on appelle les procédés stick-slip ou coller-glisser. Ce que vous allez voir sur ce film, c'est un film en train d'être déposé dans ces conditions-là. Et vous allez voir, l'image va monter, vous allez voir des interruptions, c'est-à-dire vous allez voir les hauts du ménisque, le ménisque s'écroule. Donc ça glisse, ça colle le ménisque, ça glisse. Et ça vous fait un espèce de, comme disent les Anglais, un espèce de patterning sur lequel vous avez un très très joli contrôle. Alors vous voyez, donc ça c'est un... Pardon, j'ai un peu loupé là. Ça c'est un film en train de se faire. Vous voyez, vous allez le voir décrocher. Vous voyez, à chaque fois, il y a une petite... Hop, ça décroche. Ça décroche. Là, vous êtes en haute crête, ça décroche. Et donc ça, vous êtes dans le régime capillaire. Et en fait, c'est ce que je vous disais, il faut que vous puissiez former un ménisque, que ça ne soit pas complètement plat. Donc il faut une certaine contribution légèrement hydrophobe de votre substrat. Et vous obtenez en fait ce genre de structure simplement en jouant sur le procédé. C'est le procédé et la physico-chimie du dépôt qui vous permet d'avoir accès à ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Eh bien, vous voyez, là ça devient, à mon avis, en tous les cas pour certaines personnes du laboratoire, ça devient très amusant. Lorsqu'on commence à déposer par les procédés stick-slip des assemblées de M13, vous voyez ici vous avez la direction du tirage du film, hein, et ce que vous allez déposer, c'est des systèmes avec des crêtes et des sillons. Vous voyez? C'est ce que je vous ai montré dans le film. Là, vous formez le ménisque. Là, il relâche, parce que vous perdez sur l'adhésion, et hop, vous formez le sillon. Il se reforme, et ainsi de suite. Vous voyez? Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le ménisque, il ne faut pas voir un ménisque comme quelque chose de parfaitement homogène. Selon la partie gauche ou la partie droite, au niveau des forces d'adhésion, par rapport à la formation du cristal liquide, elle va pouvoir être différente. Alors ce que vous voyez là, dans ces conditions de concentration, c'est que les parties qui forment les sillons forment des phases nématiques. Les parties qui forment des crêtes sont en phase cholestérique. Donc vous avez une alternance de phase nématique et de phase cholestérique. Alors si vous changez les conditions physico-chimiques, hein, c'est à nouveau la vitesse, vous êtes dans un régime lent, hein, vous voyez, c'est de l'ordre de la dizaine de microns par minute, et les concentrations, eh bien, vous allez avoir à nouveau ce phénomène de coller-glisser, de stick-slip, mais ce qui est intéressant, c'est que vos sillons, vous allez toujours former la phase nématique, mais dans ces conditions-là, vous allez avoir, au niveau des tensions interfaciales, elles ne vont pas être gérées de la même façon par le ménisque, et vous allez avoir une alternance, lorsque vous regardez votre film, hein, d'un côté du ménisque, vous allez avoir la phase cholestérique avec la torsion droite, et de l'autre côté du ménisque, vous allez avoir la phase cholestérique avec la torsion gauche. Donc là, des gens comme Marco doivent s'amuser, je pense. Hein, c'est vraiment très intéressant. Alors bon, on peut jouer à nouveau, vous voyez, sur les concentrations. Et là c'est un exemple où, finalement, on forme... d'un côté du film, on a l'hélicoïde gauche, et de l'autre côté, on a l'hélicoïde droit. Hein. Vous formez à nouveau ces structures en parquet à l'anglaise, hein, dont je vous ai parlé précédemment. Alors, CM13, vous voyez, on peut également en faire des dispositifs sur film avec un contrôle assez intéressant. On peut aussi les utiliser pour l'ingénierie étucidaire en les couplant avec des peptides classiques, je dirais, qui sont connus pour leurs propriétés, vous voyez, d'adhésion cellulaire ou favorisant, je dirais, l'adhérence ou l'excroissance ou des peptides qui sont connus pour leurs propriétés de signalisation qui permettent justement d'induire la différenciation des cellules osseuses, etc. Donc,
puisqu'on a une chimie qui est facilement accessible, on peut coupler ces objets pour s'en servir de gabarit en les couplant avec des peptides intéressants et des polymères, je dirais, biocompatibles pour faire de l'ingénierie tissulaire. Donc cet exemple, je le passe assez vite. Je voudrais simplement vous montrer le dernier parce que j'ai déjà été un petit peu long. Donc là, on va utiliser un M13. Très facilement, on peut le modifier sur le pourtour, donc sur le capside, la partie P8 de la capside, avec des peptides RGD pour améliorer justement la croissance cellulaire et induire l'angiogénèse. Donc on va obtenir des objets, vous voyez, modifiés. Ensuite, eh bien, on veut faire des implants osseux dans le cas présent. Donc on va utiliser en fait l'os, c'est des phosphates. Donc on va utiliser de l'hydroxyapatite et un phosphate tricalcique pour faire une première matrice en utilisant une impression 3D. C'est-à-dire on fait une première matrice, une espèce de treillis que l'on fait via une imprimante 3D. Donc ça, c'est un système qui va être macroporeux. Bon, à cette étape-là, eh bien, on peut le traiter thermiquement et également le traiter, je dirais, de façon stérile. Hein, on peut... Ensuite, on rajoute finalement ces virus modifiés RGD avec un biopolymère, et puis on rajoute ensuite les cellules souches et on implante le système dans un os in vivo. Alors, voilà, ça, c'est la matrice phosphatée qui est faite au départ par impression 3D. Donc, vous voyez l'échelle de 100 microns. Ensuite, vous remplissez finalement ce premier gabarit micronique avec le matériau actif, donc le support virus plus les peptides modifiés. Et puis, vous les implantez. Et donc, ça, c'est des systèmes qui ont été implantés in vivo. Et vous voyez que le système, au niveau de la densité osseuse comme de la vascularisation, vous obtenez des systèmes, à nouveau, dans lesquels la construction, l'ultrastructure est très, très importante. Évidemment, il y a le facteur biologique qui est capital, mais également le matériau, la construction, l'ultrastructure, la porosité sont des paramètres qui sont importants de gérer. Et justement, lorsque vous travaillez avec des objets, je dirais, sur lesquels vous avez une richesse chimique que vous pouvez décliner à l'infini, et un positionnement également géométrique que vous pouvez également modifier, plus les propriétés, je dirais, intrinsèques à des objets longs, c'est-à-dire toutes les propriétés de l'auto-assemblage, eh bien on peut imaginer, je dirais, que le futur dans ce domaine pourrait être, de mon point de vue, intéressant. Ça, ce sont des travaux, vous voyez, de 2014. Je dirais que ça reste encore assez naïf, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire également dans ce type de domaine. Voilà, je crois que j'ai été particulièrement long aujourd'hui. Je m'arrête là en vous disant que mon virus et nanotechnologie, sommes-nous à l'aube de la virustronique? Peut-être. En tous les cas, il y a énormément d'aspects fondamentaux à piocher dans ce contexte. Et j'espère que certains d'entre vous seront motivés pour le faire. Hein. Couplage, parce que pendant 2 leçons, je vous ai parlé de virus avec des formes différentes, avec un certain nombre de propriétés, je dirais, modulables, des clés, serrures, des portes, des fonctionnalisations en haut, en bas, sur le côté. On peut coupler cette chimie avec des aspects composites, bien entendu, d'autres types de matériaux que l'on sait déjà très bien faire. Et puis, le message final sera de dire, finalement, si on veut aller jusqu'à l'étape matériaux, il ne faut pas oublier du tout les aspects procédés, l'optimisation des procédés, que ce soit du jet d'angle, de l'impression 3D, de la lithographie ou des procédés de dépôt de film. Et en couplant cet ensemble de choses, on peut obtenir des matériaux qui, déjà sur les aspects chimie et physico-chimiques, de mon point de vue, sont assez intéressants pour comprendre. Et sur les aspects fondamentaux, il y a énormément de choses déjà à continuer à découvrir. Et puis sur les aspects, je dirais, un peu plus de propriété, j'ai essayé de vous en montrer quelques-unes aujourd'hui, mais que dans ce domaine, je pense qu'on est uniquement limité par l'imagination. Voilà, j'ai terminé. Je vous rappelle que demain, il y a le colloque de fin de cours qui va avoir lieu donc amphi Guillaume Budet. Donc on démarrera en fait à 8h45, les conférences démarreront à 9h. Bon, on aura une pause café à 10h30. Il y aura un déjeuner à partir de 12h30 qui sera libre et on reprendra entre 14 et 16h les conférences l'après-midi et vous devriez être libre vers 16h30 pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu porter à cet ensemble de cours et vous dis peut-être à demain pour certains.